économie politique. S'il a été utilisé la première fois au début du XVIe siècle, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas arbitraire. C'est un terme, c'est un peu, on cherche à le décortiquer, d'accord, le décoder. Il résume la dynamique du capitalisme commercial et financier. D'accord? Donc, pour les mercantilistes, c'est quoi économie? Économie, c'est déterminer c'est quoi la richesse. D'accord? Économie, ça veut dire déterminer c'est quoi la richesse. La richesse, c'était quoi donc pour les mercantilistes? C'est l'accumulation des métaux précieux. D'accord? C'est ça le terme économie. Donc la dynamique du capitalisme commercial, il coïncide avec la recherche de l'enrichissement à partir du fin 15e, début 16e. Quel enrichissement? De quelle richesse? Les métaux précieux. Mais pour accumuler la richesse, il faut des acteurs. Il faut des acteurs. Quels sont les acteurs? Les acteurs qui vont être, c'est-à-dire qu'on peut dire qui vont gouverner la dynamique du capitalisme commercial. Quels sont les acteurs? Les grands commerçants. Les grands commerçants. Et les grands financiers. Donc on ne peut pas parler d'un système capital commercial sans l'acteur principal, lequel? La classe des marchands et des industriels. Lorsque je dis industriels, c'est d'abord les marchands. Le but, l'idée principale, c'est quoi? On produit pas pour produire. On produit pour vendre, pour faire le commerce, pour développer le commerce international, pour exporter vers le reste du monde. Ça a été possible. Grâce à quoi? Grâce à aux grandes découvertes de l'époque. Et l'une des principales découvertes de l'époque, c'était la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc le monde s'élargit. On n'est plus, c'est-à-dire, on n'a plus cette vision limitée au niveau de l'Europe. Non, mais nous avons une vision qui est plus large. D'accord? Donc, plus large, pourquoi? Parce qu'on découvre un nouveau monde à partir de la fin du XVe siècle. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une nouvelle richesse. C'est quoi cette richesse? Les métaux précieux. La richesse recherchée par qui? Ils ont besoin de qui? Les Européens. Ils ont besoin de cette richesse. Parce qu'avec le système mercantiliste, pour s'enrichir et pour dominer le monde, il fallait accumuler le maximum de métaux précieux. Or, ça n'existait pas en Europe. Ça existait en dehors de l'Europe. Donc, il a fallu qu'il y ait, à l'époque, une classe de grands commerçants qui font le commerce international. Ils font le commerce interne, et surtout le commerce international. D'accord? De grands commerçants qui jouent ce rôle-là. Leur but, c'est quoi? Leur but, c'était quoi? S'enrichir. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent, les grands commerçants? À s'enrichir grâce à ce commerce-là. Mais ils s'enrichissent, mais en même temps, ils enrichissent avec eux la nation. Ils enrichissent avec eux les princes. Ils enrichissent avec eux l'État. Quand on dit l'État, ça veut dire les princes. Allez, à l'époque. Donc l'enrichissement de la nation, de l'État et des princes est compatible avec l'enrichissement de la classe des marchands. C'est ça le capitalisme commercial du XVIe jusqu'au début du XVIIIe siècle. Mais également, un autre acteur, lequel? Ce n'est pas uniquement les commerçants, mais également l'État. L'État. Les commerçants seuls ne peuvent pas réaliser l'enrichissement parce qu'il faut chercher les métaux en dehors de l'Europe. Il faut traverser l'Atlantique, c'est-à-dire des milliers de kilomètres. Donc ils avaient besoin de qui? D'un autre acteur, lequel? L'État.
Et lorsqu'on dit l'État, quel État? Pas n'importe quel État. Un État puissant. Et lorsqu'on dit un État puissant, ça veut dire quoi ça? Un État avec une armée puissante. Une armée puissante. C'était le cas de l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre. Toutes ces hyperpuissances, ils ont compris que s'enrichir en métaux précieux permet de dominer le monde. Tous ces États-là, ils ont compris que pour accumuler les métaux, il faut aller les chercher en Amérique. La conséquence serait quoi? Une guerre. D'accord? Une guerre. Donc chaque nation, qu'est-ce qu'il cherche? À développer son commerce international. À développer quoi? Le transport maritime. À développer quoi? Une armée puissante. Donc pour dominer le monde, pour s'enrichir, les grandes puissances de l'époque, ils avaient la même vision. Parce que les grandes puissances, ils ont connu le même système. Quel système? Capitaliste commercial. Les grandes puissances, qu'est-ce qu'ils ont connu? Le même système de pensée économique. Lequel? La pensée mercantiliste. Ces grandes puissances, ils savent très bien que la dynamique de l'économie, elle repose sur deux éléments. Lesquels? L'économie et le politique. Sur l'existence des classes des marchands et sur l'existence d'un État puissant. C'est pour ça que les mercantilistes, ils sont considérés avant même 15 au XXe siècle. Les premiers à recommander l'intervention de l'État. D'accord? C'est pour ça que Antoine Domon-Chrétien, un grand économiste mercantiliste, le premier à utiliser le terme économie politique. D'accord? S'il l'a utilisé, pas pour lui, non, c'est un terme qui résume quoi? La pensée mercantiliste. D'accord? En France, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Hollande, etc. Donc toute la pensée mercantiliste est résumée par le terme économie politique. Et toute la dynamique du capitalisme commercial est résumée par le terme économie politique. Je répète, économie, c'est la recherche de l'enrichissement, c'est l'activité économique, c'est la classe des marchands, c'est le commerce international, c'est la balance commerciale excédentaire. Et politique, c'est quoi? C'est l'État interventionniste, qui est en même temps un État puissant militairement. D'accord? Donc c'est quoi interventionniste? Ça veut dire d'abord encourager les exportations, encourager les grands commerçants, encourager ceux qui produisent pour exporter. Parce que c'est la seule source, c'est le seul moyen pour accumuler les métaux précieux. Exporter pour avoir les devises. À l'époque, c'était quoi les devises? Les métaux précieux, l'or et l'argent. Donc, quel était le rôle de l'État? D'encourager par des aides, par des subventions, tous les commerçants, toutes les activités qui produisent, d'accord, pour faire le commerce international. Et décourager, sinon limiter, sinon bloquer les importations. Parce que c'est quoi les importations? C'est synonyme de quoi? De sortie des métaux précieux. D'accord? Donc, le fondement du capitalisme commercial, c'est quoi? C'est que chaque nation, d'accord, il cherche à avoir une balance commerciale excédentaire, exporter les plus et importer le moins possible. Sauf dans un seul cas. On autorise les importations. Dans quel cas? Les matières premières. On autorise l'importation des matières premières en vue de quoi? De les transformer pour les revendre et pour l'exporter, c'est-à-dire exporter des produits finis. D'accord? Donc si on importe des matières premières, ça va conduire à une sortie des métaux précieux, mais on peut la compenser par une exportation d'une valeur, d'un produit fini qui a plus de valeur. Donc c'est ça la base pour comprendre cette dynamique du capitalisme
commercial. L'économie et le politique. L'économie, les commerçants, le politique, c'est l'intervention de l'État. L'intervention de l'État ne se limite pas uniquement à la dimension économique. Et l'État est encore loin. Les États, qu'est-ce qu'ils ont décidé également? Ils ont décidé également de conquérir le reste du monde. Donc d'un côté, ils ont adopté une politique commerciale, mais en même temps, ils ont adopté une politique de colonisation. Parce qu'à l'époque, il y avait une concurrence entre les superpuissances. D'accord? Une concurrence économique pour avoir les métaux précieux, mais en même temps, une concurrence pour conquérir les colonies là où il y a les métaux précieux. Quel est l'acteur qui joue ce rôle-là? C'est l'État avec son armée puissante. Donc, le système capitaliste, il est basé sur un cercle vertueux, et non pas vicieux, un cercle vertueux. Pour enrichir l'État, pour que l'État puisse devenir puissante, avec une armée puissante, il a besoin de quoi? De l'argent, des métaux précieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'État? Il encourage la classe des marchands. D'accord? Il les encourage économiquement et militairement. Mais en même temps, les marchands, ils ne peuvent pas s'enrichir, d'accord, s'il n'y avait pas l'appui de l'État. Donc, un commerçant, une classe de commerçants riches, ça veut dire quoi? Un État riche, des princes riches, une armée puissante. Une armée puissante, un État riche, des princes riches, ça veut dire quoi ça? Une classe des marchands qui est riche. Donc c'est quoi ça? Un cercle vertueux. C'est ça la base pour comprendre cette dynamique du capitalisme commercial ou mercantile durant les 3 siècles. Mais généralement, on peut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué un rôle important dans cette dynamique-là du capitalisme industriel. Parmi les facteurs, ce sont les grandes découvertes. Les grandes découvertes. S'il n'y avait pas les découvertes de l'Amérique fin 15e siècle, il n'y aurait pas d'enrichissement. D'accord? Donc une richesse qui existe, mais méconnue. Mais une fois on découvre l'Amérique, donc on découvre qu'il y a une richesse. La richesse dont a besoin là, l'Europe. Donc les grandes découvertes, surtout la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, fin 15e siècle. Mais il n'y a pas que les découvertes géographiques. Il y a également d'autres transformations, d'autres révolutions dans tous les domaines qui vont transformer le monde et qui vont jouer un rôle très important dans la dynamique du capitalisme commercial. En Europe, parmi ces changements, c'est aller au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau démographique, au niveau scientifique, culturel, au niveau sanitaire, et au niveau de la mentalité, ce qu'on appelle les temps modernes. Les temps modernes. Donc toutes ces transformations, ils ont contribué à cette dynamique de capitalisme commercial. Cette période-là, bien sûr, je l'ai déjà expliqué, donc il voit la naissance 16e, 17e, 18e, il voit la naissance et la domination de la première grande pensée aux doctrines économiques, d'accord, qui marque, c'est-à-dire la pensée mercantiliste. Donc on ne peut pas avoir une pensée mercantiliste, d'accord, avec un autre système. Donc le système compatible, c'est quel système? Capitalisme commercial. La preuve, c'est quoi? Les deux mots, économie, politique. Donc c'est une pensée qui marque une rupture
avec le monde du Moyen Âge, dominé par l'Église, c'est-à-dire lorsqu'on dit le Moyen Âge, avant le XVe siècle, dominé par l'Église, et dont l'une des dernières préoccupations, le Moyen Âge, l'une de ces dernières préoccupations, était la recherche de l'enrichissement. La première des préoccupations après le Moyen Âge, c'est quoi? Comment s'enrichir? C'est le capitalisme commercial. Mais jusqu'au XVe siècle, le Moyen Âge, l'une de ses dernières préoccupations, c'était quoi? Chercher l'enrichissement. Donc deux mondes, deux systèmes, deux modes de culture, de réalité, l'une est l'opposé de l'autre. Au XIe siècle, au Xe siècle, on n'a jamais cherché à répondre à la question comment s'enrichir. C'était incompatible avec le contexte du Moyen Âge. Lorsqu'on dit le Moyen Âge européen, je ne parle pas moi de la civilisation arabo-musulmane. La civilisation arabo-musulmane, c'est un autre monde. D'accord? Donc nous sommes en train c'est-à-dire d'expliquer et de décoder cette dynamique. Et dans quel monde? Le monde occidental, le monde européen. Entre parenthèses, parce que même chez nous, les Arabes, nous avons connu de grands économistes. D'accord? Nous avons connu une apogée de l'activité économique. Au moment où l'Europe vivait le Moyen Âge, le monde arabo-musulman, qu'est-ce qu'il vivait? Une expansion économique, culturelle, politique, tout ce que vous voulez. D'accord? Le meilleur exemple, c'est qui? C'est Ibn Khaldun. Il a fait un grand ouvrage sur la dynamique du monde, de l'économie dans le monde civilisé arabo-musulman, mais ce qu'on appelle Hadara. الإسلامية العربية الإسلامية. Donc, c'est une arabo-musulmane. Donc, ce célèbre ouvrage, le Muqaddimat Ibn Khaldun. Qu'est-ce qu'il a traité? De quoi il a parlé? Donc, pour nous, Ibn Khaldun, c'est qui? C'est Adam Smith pour l'Europe. C'était un grand penseur, un grand économiste, un grand politicien, un grand historien, un grand sociologue. Il a étudié quoi? La dynamique sur tous les plans de la civilisation arabo-musulmane. Je vais revenir à Antoine de Montchrétien. Donc Antoine de Montchrétien, c'est lui qui a inventé le terme économique politique en 1615. 1615. Donc mercantilisme français. Comme vous savez que ce système mercantiliste commercial, il a connu une expansion presque toute l'Europe occidentale. Le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, la Grande-Bretagne, etc. Donc cela nous amène à parler de la grande problématique, la problématique centrale du système mercantiliste. C'est comment s'enrichir. D'accord? Donc j'ai déjà expliqué le comment avec les marchands, l'État, une armée puissante. Donc les découvertes, l'émergence de l'État-nation, l'État puissant, l'accumulation de la richesse. Donc à tel point que on parle à l'époque de l'idée selon laquelle qui maîtrise la mer contrôle le commerce. Qui maîtrise le commerce du monde contrôle les richesses du monde. Et conséquemment le monde lui-même. Donc tout s'explique par l'activité commerciale. Puis après cette dynamique, et on passe à l'autre dynamique, la dynamique de la révolution
industrielle. Donc c'est un prolongement du même processus, du même système, mais dans le cadre d'une conception plus large de la richesse. On passe à une conception plus large de la richesse. Donc la même préoccupation avec la révolution industrielle, donc avec la naissance du capitalisme industriel, c'est la même préoccupation. D'accord? La recherche de l'enrichissement. Mais selon une nouvelle conception plus large de la richesse. Pour les mercantilistes, dans un cadre de capitalisme commercial, on cherche l'enrichissement. Mais quel enrichissement? Uniquement en termes de méthodes précieuses. D'accord? En termes de commerce international. Mais avec Adam Smith, avec la révolution industrielle, non. On cherche toujours l'enrichissement. Mais un enrichissement qui est plus large. Qu'est-ce qu'on a introduit? La grande machine. On a introduit la grande usine. On a introduit quoi? La grande masse de la main d'œuvre. Avec les mercantilistes, on parle des grands commerçants et de l'armée puissante. D'accord? Maintenant, avec la révolution, on exige à ce qu'il y a pas uniquement le commerce, non, mais la grande industrie, la grande usine, la grande masse d'ouvriers, l'armée puissante insuffisante. Un État puissant n'est pas très important, d'accord, par rapport, en le comparant avec une masse ouvrière importante. C'est-à-dire que le capitalisme industriel, il a plus besoin de la grande machine, il a plus besoin de la grande industrie, il a plus besoin d'une masse d'ouvriers que d'un État puissant. Au contraire, ce qui explique qu'avec la révolution industrielle, l'une des conditions qui explique la révolution, c'est l'État n'est plus interventionniste, comme c'était le cas avec les mercantilistes, comme c'était le cas avec le capitalisme commercial. Avec le capitalisme industriel, résultat de la révolution, on a besoin d'un État, mais qui n'intervient pas sur le plan économique. On a uniquement besoin d'un État qui assure la paix, la sécurité et la justice, l'État gendarme, et non pas un État interventionniste. Donc, la dynamique, l'objet de la dynamique, c'est quoi? C'est toujours la recherche de l'enrichissement. Mais le comment, c'est différent. Le comment, c'est différent. C'est quoi le comment? On a plus besoin de l'industrie, on a plus besoin de la grande industrie, on a plus besoin d'une division technique du travail, on a plus besoin de l'épargne, on a plus besoin de l'investissement, on a plus besoin de la classe ouvrière que d'autres choses. Ce sont ces conditions-là qui ont permis à l'Europe de connaître la révolution et de connaître un essor de son capitalisme industriel. Cette révolution, il a duré presque un siècle. Tout a commencé en Angleterre vers les années 1770 et ça a duré plus d'un siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, en passant par la France, par l'Allemagne, même en dehors de l'Europe, surtout le Japon et les États-Unis. Mais je répète, l'objectif est le même, mais la taille de la richesse n'est pas la même. Le comment n'est pas le même. Pourquoi n'est pas le même? Parce qu'on est passé d'un sous-système vers un autre sous-système. Lorsque je dis sous-système capitaliste, mais c'est quoi ce système? Commercial. On est passé vers quoi?
vers le même système capitaliste, mais un autre sous-système, lequel? Industriel. Donc, une grande dynamique avec deux sous-dynamiques qui sont différentes. La première dynamique, l'État il a un rôle important, d'accord? Le protectionnisme il a un rôle important, la classe des marchands il a un rôle important, d'accord? Le commerce interracial il a un rôle important, mais lorsqu'on est passé vers la deuxième dynamique industrielle, c'est les grands commerçants et surtout les grands industriels, ce sont les ouvriers, d'accord? C'est la grande machine, et avec tout ce qu'on appelle, ce sont de nouvelles méthodes d'organisation comme le taylorisme. Ça veut dire que la recherche industrielle, donc il a connu le succès, pas uniquement en inventant la machine à vapeur, non, en inventant la machine à vapeur et en employant une grande masse de main-d'œuvre, mais également en inventant de nouvelles méthodes d'organisation du travail. Il n'y aurait pas de révolution industrielle s'il n'y avait pas de division technique du travail. Il n'y aurait pas de révolution industrielle s'il n'y avait pas une main-d'œuvre abondante ouvrier. Et lorsqu'on dit la main-d'œuvre abondante, celle qui habite la ville et non pas la campagne. Celle qui travaille dans les usines et non pas dans les activités commerciales. C'est ça qui explique la réussite de la révolution et de l'après-révolution industrielle. 5 minutes. J'ai oublié quand même une chose qui est importante. Je crois qu'elle est partagée au niveau des deux systèmes. Laquelle? Aussi bien au niveau du capitalisme commercial, mais qu'au niveau du capitalisme industriel, de la révolution industrielle. L'objectif, c'était quoi? S'enrichir pour dominer le monde. Et ce n'est pas par hasard si Antoine de Montchrétien a inventé le terme économie politique, et ce n'est pas par hasard si Smith intitule son premier grand ouvrage La richesse des nations. Le terme, le concept le plus utilisé, le plus consommé, le plus discuté, le plus analysé, depuis la fin du XVe siècle, c'est le terme richesse. Et enrichissement. Tu n'as qu'à consulter, par exemple, les œuvres des grands économistes, depuis le mercantilisme jusqu'à Adam Smith. Le concept le plus utilisé, c'est comment s'enrichir. C'est quoi la richesse? Pourquoi s'enrichir? Comment est-ce qu'il est possible de s'enrichir? Ce concept-là n'existait pas durant le Moyen Âge, parce que des systèmes différents. C'est comme si vous êtes différence entre le Moyen Âge et après le Moyen Âge. Donc un terme le plus consommé, le plus utilisé, c'est le terme enrichissement et richesse. Avec les mercantilistes, avec les physiocrates et avec les classiques. Durant presque 3-4 siècles. Mais malheureusement, l'enrichissement de la nation, l'enrichissement de l'État, l'enrichissement des princes, l'enrichissement de la classe des marchands, l'enrichissement des industriels, l'enrichissement des capitalistes, maintenant je parle de la révolution industrielle, n'est pas synonyme d'enrichissement de la population. Dans les deux systèmes, mercantiliste, commercial et industriel, on a cherché le système. Ceux qui dominent le système, les commerçants, les industriels, les capitalistes, ils ont cherché à s'enrichir, ils ont cherché à enrichir la nation, mais en même temps, au détriment de qui? De l'appauvrissement de la grande masse de la population. D'accord? Donc pour les mercantilistes et surtout pour le système capitaliste industriel, il y avait coexistence de la création de la richesse, de l'enrichissement du capitaliste, mais en même temps l'appauvrissement de la grande masse. C'est qui la grande masse?
la classe ouvrière. À ce moment-là, intervient qui? Une autre explication de la dynamique par qui? Par Karl Marx. Et qu'est-ce qu'il dit Marx? Il y a enrichissement de la nation, enrichissement du capitalisme, mais également appauvrissement de la classe ouvrière. Donc, pour résumer, dans un système capitaliste, il y a coexistence d'une contradiction. D'un côté, l'enrichissement existe, de l'autre côté, la pauvreté existe. C'est ça le système capitaliste. La richesse et la pauvreté. À tel point que Smith, il a écrit son ouvrage en 1776 qui s'intitule « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». D'accord? Les années 1960, je ne me souviens pas de l'année, un économiste français, je pense, qui s'appelle René Gendarme. Qu'est-ce qu'il a écrit? La pauvreté des nations. D'accord? Donc il fait référence à qui? Aux pays sous-développés. Donc si les pays sous-développés, c'est l'une des conséquences de la révolution industrielle. Le sous-développement, c'est une pauvreté. Il s'explique par quoi? Par l'enrichissement des pays qui ont connu la révolution industrielle.